et ensuite déléguée régionale de la FEDESAP. On va aller, Colline, à la page 3. Oui, la page 2, ça c'était le petit programme. Parmi vous, je pense que chacun a une grand-mère, une arrière-grand-mère, parce que bon, avec les personnes qui vieillissent de plus en plus, et qui n'ont pas particulièrement l'envie d'aller en maison de retraite, en résidence senior, qui veulent rester à domicile. Surtout que les maisons de retraite prennent de plus en plus des gens qui sont en GIR. Alors le GIR, c'est une cotation de la perte de l'autonomie de la personne. Et les maisons de retraite prennent de plus en plus des personnes qui ont une grosse perte d'autonomie. Autant il y a quelques années, on avait des personnes qui pouvaient encore bouger. Et aujourd'hui, maintenant, les EHPAD ont de plus en plus des GIR très bas. Et en plus, ce sont aussi des personnes à 60% qui sont Alzheimer. Le reste, donc, c'est un coût énorme et le reste veulent rester donc à domicile. En 2002, Borloo nous a octroyé 26 activités. Donc, en fait, notre métier est très, très large. Je vais vous en parler que de 2-3, mais on fait énormément on va dire, de métiers dans notre métier. Voilà. On est aujourd'hui 2,7 millions à bénéficier de services à la personne, 850 millions d'heures de prestations rémunérées en 2018, 1,2 million de professionnels. Ces professionnels sont à la fois, vous avez pu entendre l'actualité, à 45%, 49% dans le privé et le reste donc dans ce que nous on appelle les associations et ou le service public. Historiquement, ce n'était que le service public et depuis 2002, le privé a pu rentrer dedans. Et au fur et à mesure des lois, en professionnalisant de plus en plus nos métiers. Voilà. À aujourd'hui, et on l'a vu suite au Covid, on a plusieurs problématiques. Rien que cet été, on a été en zone rouge, puisqu'il faut savoir que les services à la personne travaillent en parallèle avec l'HAD, les hospitalisations à domicile. On travaille avec le SIAD, qui est plutôt le médical. On travaille avec les hôpitaux, les résidences seniors et les EHPAD, puisque des fois, on est l'intermédiaire entre l'hôpital et les EHPAD. Et on est en zone rouge. Donc avant, on était exceptionnellement, et depuis le Covid, on est en zone rouge sans arrêt, puisqu'il nous manque des salariés, il nous manque des salariés formés. Et en 15 ans, on a vu de plus en plus de personnes très lourdement en perte d'autonomie qui restent à domicile. Voire des personnes, depuis la loi 2016, des personnes qui ne veulent pas aller à l'hôpital, qui ne veulent pas mourir à l'hôpital et qui décident de mourir à domicile. D'où la professionnalisation de nos métiers. Et en plus, nous avons le baby-boom qui nous fait, d'ici 2040, à peu près 29% d'auxiliaires, des besoins d'auxiliaires en plus. Voilà. On va passer peut-être à la page 4. Donc, je vous ai sorti 3 activités majeures dans notre métier. Les assistantes de vie qui accompagnent au quotidien. Alors, il faut savoir que c'est un métier relativement très prenant, puisqu'on travaille du 1er janvier au 31 décembre. On ne ferme pas une agence, puisqu'on ne peut pas mettre une personne âgée pendant une semaine dans son lit, en gros. Donc, l'assistante de vie, c'est d'accompagner le bénéficiaire dans la réalisation des tâches quotidiennes, maintenir l'autonomie du bénéficiaire, entretenir les espaces où vit le bénéficiaire, accompagner le bénéficiaire dans les prises de repas, voire, pour ceux qui perdent la vue, accompagner dans le lien social sur le journal, sur tout ça, accompagner le bénéficiaire dans ses sorties en toute sécurité, effectuer des tâches
éventuellement le suivi administratif, et puis avec la problématique des impôts à la source, toute cette problématique, on va dire, informatique. Vous voyez que rien que l'auxiliaire de vie, en fait, elle a plusieurs métiers en face d'elle. Voilà. Ensuite, on va aller sur la page suivante, où là, je vous ai mis que les aides ménagères, donc toujours à domicile. Donc souvent, une personne âgée, au tout début, quand on va chez cette personne, ce qu'on nous on dit, elle est en GIR 5-6, c'est-à-dire elle peut faire sa toilette, elle peut s'occuper toute seule, mais tout ce qui est ménage, elle ne peut pas. Et on voit au fil du temps que de plus en plus, des personnes qui étaient en aide ménagère, petit à petit, aient besoin d'assistance à la personne. Peut-être une fois par semaine pour les douches, et ensuite de plus en plus. Puis en fin de vie, on est sur des passages matin, midi, après-midi et soir. L'autre métier qui a de plus en plus d'importance, c'est tout ce qui est accompagnateur, où on est en complément, on va dire, à ce que fait un taxi, mais on va rentrer, le taxi ne rentre pas dans le domicile, nous on rentre dans le domicile, on va aider la personne, alors même si certains taxis, attention, le font. On va rentrer, on va habiller la personne, on va dévêtir la personne, on va assister du départ jusqu'au rendez-vous médicaux. Au moment de la Toussaint, on a fait les visites des cimetières, par exemple, mais on peut emmener des personnes à des restaurants, le repas des aînés, etc. Au moment des votes, on va les emmener voter. Au moment de la vaccination, on a fait beaucoup de vaccinations puisqu'on a été désigné par le département pour réaliser ces actes. Voilà. Et contrairement aux taxis ou aux ambulanciers, on peut rester avec la personne, à la demande souvent des familles ou des tutelles, dans la salle d'attente, voire dans le cabinet médical, parce qu'une personne qui est malentendante aura besoin qu'on prenne pour elle les notes, etc. Donc on peut être accompagnateur et auxiliaire de vie, par exemple. Les qualités, les compétences de ce métier, bah, la première des choses, je voudrais dire que c'est sur la polyvalence. Il faut aimer son prochain, il faut aimer la personne, il ne faut pas hésiter à la toucher. C'est des personnes qui ont besoin de contact, et ce que nous on appelle sur le bien-être et la sécurité de la personne. Il faut apprendre à communiquer verbalement et non verbal. Non verbal, c'est on touche la personne, on lui prend la main, etc. Puisqu'elle n'a plus se toucher. Vous développez un enfant en le caressant, en le massant. Ben, la personne âgée a aussi besoin de ce fameux contact. Il faut garder son calme et son sang-froid. Parce que quand on arrive et on a une personne qui est par terre, dans le sang, etc., ben, si vous paniquez, vous transmettez la panique. Il faut savoir s'organiser quand vous arrivez et il y a plein de fouillis, alors que 2 jours avant, on avait tout rangé. Ben, il faut garder aussi son calme. Il faut apprendre aussi à... Voilà. On a beaucoup de stages de gestes et postures pour éviter de se casser le dos, etc. Tout en sachant qu'on a le taux d'accident de travail le plus important et on est passé devant le bâtiment. Et il faut avoir des connaissances, puisque on ne va pas parler à une personne Alzheimer comme on va parler à quelqu'un qui a toute sa tête, etc. Et alors, je vous ai rajouté le permis B. J'habiterais à Paris, j'aurais pas besoin du permis B, sauf que ça soit à Nantes, à Angers, à Saumur, on n'a encore pas tout à fait les bus un peu partout. On n'a pas de bus le week-end. Le week-end, on est obligé de s'occuper de la personne âgée. Donc oui, il nous faut une voiture. Il y a certains départements, certaines régions qui commencent à réfléchir sur les voiturettes. Voilà. Ça n'a pas été encore la réflexion de la région à ce sujet. On a soit des personnes qui viennent du monde scolaire, donc diplôme d'état d'auxiliaire de vie,
après niveau bac. On a de plus en plus des réflexions depuis 4 ans, 5 ans sur la voie de l'apprentissage. C'est pas évident, mais il faut quand même que la personne, l'apprenti, donc si elle n'a pas 18 ans, qu'elle soit un peu motorisée, donc soit scooter, etc., pour pouvoir commencer à rentrer dans ce mode d'apprentissage. Ou alors, on a de plus en plus des formations, des reconversions, suite à des enquêtes, une personne une société qui ferme ses portes suite à des tests, etc. Et là, on les prend en PMSMP, voilà, et avec éventuellement contrat de professionnalisation, etc. Qui peut. Donc en fait, nous, on est ouvert à tout du moment que très rapidement, avant d'avoir ce côté professionnel, c'est vraiment le savoir-être qui est très, très important chez nous. Voilà, je tiens le délai, hein, j'espère. Oui, je vous rassure. Voilà. Et ben, au niveau des salaires, on pensait qu'avec, suite au Covid, mais ça, ce sera mon aspect politique, que nos métiers seraient un peu mieux valorisés. Bah, écoutez, le gouvernement a dû oublier le travail qu'on a fait pendant le Covid, puisque on nous a salués, on a frappé dans les mains pour nous saluer, parce qu'on était au début un peu les seuls à travailler. Et on attendait cette valorisation. Donc, on a eu une ministre, Madame Bourguignon, qui a pensé à valoriser, mais elle a pris que la convention des associations, c'est-à-dire que, et elle a oublié 160 000 salariés sur la touche qui n'ont pas pu être valorisés. Donc voilà. Donc oui, on a beaucoup de mal à faire comprendre que c'est un métier qui est très important, on l'a vu pendant le Covid, mais qui est peu payé. La slide suivante. Voilà. La fédération, en janvier 2022, a fait une grande enquête et 4700 aides à domicile ont été interrogées. Ce que je vous viens de dire, un manque de reconnaissance et de considération de ces métiers de la part de nos politiques, alors qu'on pensait vraiment que ça allait vraiment avancer après le Covid. Une grande méconnaissance de nos métiers. Quand on met des annonces, on a beaucoup de, mettons à Pôle emploi, on nous envoie des personnes sans qualification, alors qu'on a besoin de gens qualifiés, ou sans permis, alors qu'on ne peut pas faire ce métier si on n'a pas de permis. Une filière professionnelle insuffisamment mise en avant, une valorisation financière faible, mais pourtant, parmi ces 4700 salariés interrogés, 91% répondent qu'elles sont fières d'être auxiliaires de vie. Elles sont fières d'appartenir à des agences. Elles sont fières de ce qu'elles font. Elles sont fières de cette polyvalence, puisque vous avez vu qu'une auxiliaire de vie ne fait pas le même travail. 46% des répondants veulent une image ambivalente du métier afin de l'exercer. 73% restent auxiliaires de vie dans les 5 prochaines années. Donc, c'est des gens qui sont, contrairement aux enquêtes qui ont été faites au niveau des infirmières qui ont été sur des burn-out, nos auxiliaires de vie ne sont pas sur ce chemin-là, on va dire. Voilà. Elles aimeraient être mieux valorisées, mieux, voilà. Mais pour l'instant, elles sont encore très fières de ce travail. Mais elles ne sont pas assez rémunérées. Voilà, je vous ai mis ensuite les délégués territoriaux par département. Donc moi, je suis responsable régional et aussi ayant une structure à Saumur, puis de l'autre côté, Indre-et-Loire, Chinon et Tours, je m'occupe aussi du Maine-et-Loire. Voilà.
Ben, j'espère que ça vous a intéressé, que j'ai pu vous donner tous les éléments pour que vous nous envoyiez plein de stagiaires, plein de futurs, voilà. Il faut savoir que quand un hôpital comme le CHU en ce moment d'Angers est en plan blanc et que l'hôpital de Saumur est en plan blanc, c'est-à-dire qu'ils sont sous tension, que des personnes ne peuvent pas rester à l'hôpital, où ils vont rester un jour, 2 jours dans des couloirs. Ils font sortir les gens très très rapidement. Et l'hôpital a besoin de nous. Donc si nous-mêmes, on ne peut pas répondre positivement, ça peut poser des gros problèmes. Et c'est ce qu'on a vu cet été, où même les départements nous ont donné les autorisations de ne pas faire tous les plans d'aide pour pouvoir accueillir au maximum les personnes parce qu'il y avait un gros souci. Donc quand on dit qu'on est un métier sous tension, on est plus qu'un métier sous tension. Voilà. Et aujourd'hui, c'est très intéressant. Merci beaucoup, hein, Sylvie. Et par rapport à la possibilité d'immersion, parce que voilà, nous, en effet, on est beaucoup sous des profils dits salariés indépendants qui plus est. Comment ça peut se passer, en tout cas en termes d'articulation, pour porter en tout cas ces profils qui peuvent être possiblement intéressés par cet univers pour la mise en place de l'immersion? Est-ce qu'il y a possibilité de vous proposer éventuellement voilà, leur CV, bien évidemment avec la sécurisation en amont de leur intérêt pour la fonction, ou vous êtes plus dans la dynamique de vous dire, ben non, il faut que ça soit à la personne elle-même, à charge en tout cas, de se rapprocher d'organismes rattachés à nos services, et auquel cas, c'est tout le service en soi qui a la politique d'accueillir les dites immersions. Alors, on a tous les profils, c'est-à-dire D'accord. que soit, mettons, des gens qui sont suivis par Retravailler, par exemple, Mhm, ces organismes-là, nous proposent des candidats ou nous mhm. demandent d'intervenir dans, comme le Greta, comme les maisons familiales rurales qui ont pris certains dossiers, prennent, on fait nous une action, on nous envoie ensuite ces stagiaires, voilà, stagiaires, et ensuite ils rentrent ou ils ne rentrent pas dans le cursus de professionnalisation. D'accord, ok, très Donc bien. en fait, Donc, on a tout, où des gens ont carrément pris, se sont pris par la main pour nous proposer leur candidature. Ensuite, ils vont voir Pôle emploi pour faire leur stage de 15 jours en immersion. d'accord. On a tous les profils. Voilà. Ok, non mais très intéressant. Et donc, qui plus est aujourd'hui, alors j'ai bien entendu en effet sur la notion de rémunération, donc de l'ingénierie financière actuelle aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que par rapport en tout cas au point souligné, il y a des perspectives d'évolution sur ce point? Il y a un pourparler qui est engagé ou pas encore? Et quel mot que vous pourrez dire en tout cas aux personnes qui s'y intéressent pour en effet les motiver à, ben voilà, à s'investir vers cet univers, parce que par déduction, qui peut être aussi un métier dit passion, dans ce que vous partagez aujourd'hui, au-delà du dit savoir-être, ça souligne en effet voilà, un métier passion à proximité en tout cas des personnes dites seniors, et qui, pour certaines, peuvent être isolées de par voilà, la notion familiale. Donc voilà, quels seraient les quelques mots que vous direz au travers de tout ça? Alors, je veux rajouter qu'on n'a pas que les seniors, hein. On a aussi toutes les personnes handicapées Très qui, bien. il y a quelques années, on parquait, et je dis ce mot volontairement, on parquait les personnes dans des instituts, alors qu'aujourd'hui, ils ont la possibilité, si c'est possible, de sortir de ces instituts. Ah, c'est bien. L'institut par mois coûte à peu près 90 000 euros par an, 90 000 euros par personne, Mhm. alors qu'aujourd'hui, en appartement, ça ne coûte que 25 000 euros. Ok. Donc, l'auxiliaire de vie a la possibilité aussi de travailler avec les personnes handicapées. D'accord. Ça, c'est bien parce que ça permet de lever les dites représentations, donc c'est très intéressant. Mes plus jeunes bénéficiaires ont 3 ans, D'accord. des jeunes autistes, D'accord. et ma plus vieille bénéficiaire a 103 ans. Donc, vous voyez, D'accord. Ah, ben, très bien. Je vois que Caroline a une petite question à ce que je vois. voilà. Pour répondre à l'autre question, oui, on est en train de négocier
notre fédération a été reçue même par le président de la République, puisqu'on trouve que c'est une honte d'avoir oublié 160 000 de nos salariés. Donc oui, là on est en train de négocier que si le CNSA valide notre demande, eh ben on s'engage, nous, fédération, à augmenter de 15% nos salaires. Ok, très bien. Mais tant que le CNSA ne joue pas le jeu, ben, on est un peu bloqué. Parce qu'en fait, nos prix, comme la profession médicale, tous nos prix sont encadrés. Oui. Voilà. Ok. Je vois que Caroline avait une petite question. Oui, sur le premier point, au sujet des stages d'immersion, il existe le site donc Immersion Facile, qui est en version bêta. Mais je ne sais pas si vos adhérents, Madame Garel, ont connaissance de ce site-là, parce que sinon on l'utilise pour pour orienter les personnes pour qu'elles trouvent un stage. Peut-être que si les structures ont connaissance de ce site, ça permet de mettre en lien les personnes. Ah, alors, c'est quoi le site? C'est immersion-du-6 facile.beta.gouv.fr. Facile.gouv. Non, nous, moi, je ne connais pas. Ok. Mais je vous dis, c'est soit la personne qui vient. J'ai mis le lien en conversation. Voilà, ou Merci. soit là, vous voyez, j'ai eu le directeur de la MFR qui a pris contact avec nous, etc. Donc, en fait, on ne va pas, nous, sur les sites faciles. Ok. Bon, Ok. ben, c'est très bien. Bon, en tout cas, merci. Merci Caroline aussi pour cette intervention. En effet, c'est pertinent, en effet, parce que parfois, voilà, les personnes aiment bien aussi, selon voilà, les personnes qu'on est amené à accompagner, ben, se saisir de cette plateforme aussi qui a ce sens d'exister, qui facilite aussi la mise en place d'immersion sans forcément dépendre de structures spécifiques, hein, en interaction directe, en effet, avec l'entreprise dite d'accueil. Mais en tout cas, ben, Sylvie, ben, merci beaucoup pour voilà, ces dites clarifications. Ben, Colline, bon, ben, comme d'habitude, merci également à toi. L'idée aujourd'hui, voilà, de cet enregistrement hein, qui va être diffusé à plus grande échelle, hein, donc l'idée, voilà, on va le mettre à disposition dans notre plateforme, qui permettra en effet aujourd'hui de lever, voilà, d'amorcer une évolution hein, des dites représentations sur ce dit métier. Et puis en effet, au plaisir peut-être de se retrouver soit via un nouveau webinaire ou voilà, dans un autre cadre. Merci à tout le monde. Merci. Merci à vous. Bonne Au journée. revoir. Au revoir. Bonne Au revoir. journée. Bonne journée.